Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Une émission qui intervient juste au lendemain du sommet de Riyad en Arabie Saoudite sur la désertification. L'Afrique, qui paye un lourd tribut du réchauffement climatique et de la dégradation de ses sols, espérait beaucoup de cette COP16 sur la désertification. On reviendra dans cette émission sur les grandes avancées, mais aussi sur les attentes des pays africains. Mais nous aborderons surtout la question de la prise de conscience sur le continent et les initiatives potentielles pour renforcer la résilience africaine face à la désertification et ses conséquences. Et nos invités experts du jour sont Dr Ismail Koné, spécialiste en changement climatique. Merci d'être avec nous. Merci bien. Et avec nous autour de la table, Alain Kouadio, spécialiste en développement local, RSE et ESG. Merci d'être avec nous. Merci, M. Stéphane Soumaro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors, messieurs, on va le dire, les COP se succèdent, mais rien ne semble véritablement bouger pour inverser la tendance climatique actuelle. La COP 16 sur la désertification vient de s'achever. Pour vous, quelles leçons tirer de ce rendez-vous? Merci bien. Donc, déjà, avant de lever le sujet, il faille d'abord essayer de mettre des prémices sur la bonne compréhension des appellations COP. La COP, d'abord, c'est la conférence des parties. Il y a trois types de COP. Il y a la COP sur la désertification, il y a la COP sur le changement climatique, également la COP sur la biodiversité. La COP sur le changement climatique vient d'avoir lieu dans le mois de novembre à Bakou. Il y a eu une promesse de 300 milliards de dollars aux pays vulnérables sur le changement climatique. Et récemment, dans le mois de décembre, il y a eu la COP en Arabie Saoudite, la COP de Riyad. C'est sur la désertification. Il faut noter que la Côte d'Ivoire a eu la présidence de cette COP-là pendant 2 ans, de 2022 à 2024. Donc maintenant, de 2025 à 2026, c'est l'Arabie Saoudite qui va assurer la présidence de cette COP-là. Donc, durant plus de 2 semaines à Riyad, il y a 200 pays qui sont réunis pour sur les questions de la désertification. Et là aussi, à ce niveau, il y a une nuance qu'on doit faire entre désertification et l'arrivée du désert. La désertification ne veut pas dire l'arrivée du désert. La désertification veut dire la dégradation des terres d'un climat aride, semi-aride ou subhumide sèche, qui n'a rien à voir avec l'avancée du désert, qui est une définition à part entière. Donc lorsqu'on parle de désertification, on veut tout simplement dire que les terres se dégradent à l'écosystème biologique au sein de ces différentes terres en fait. Maintenant, durant les 2 semaines, comme je l'ai signifié à Riyad, 200 pays sont revenus pour échanger sur la question de la dégradation des terres. Il y a eu des avancées majeures, il y a eu des échecs et également des engagements clés. Au niveau des engagements, il y a eu la prise en compte de la notion de la restauration des terres au niveau des politiques nationales et internationales. Également, il y a une promesse de 12 milliards de dollars qui sera octroyée aux pays vulnérables qui font face aux effets de la sécheresse, de la dégradation des terres. Au niveau des avancées majeures, il y a la considération maintenant des peuples autochtones et allogènes et également des populations vulnérables face au changement climatique et également face à la sécheresse qui seront plus ou moins un porte-flambeau des populations marginalisées lors de ces différentes assises-là. Au niveau de l'échec, la question primordiale de la sécheresse n'a pas été prise en compte durant la COP 16 à Riyad. Elle a été postponed, c'est-à-dire qu'elle a été mise à la COP 17 en Mongolie en 2026. Chose qui n'est pas très intéressante parce que lorsqu'on parle de dégradation des terres, le facteur clé c'est la sécheresse. L'Afrique subit de plein fouet une dégradation des terres due au changement climatique et aux activités anthropiques. Et comme échec également, les pays africains n'ont pas eu assez de voix pour se faire entendre les mécontentements face à la crise mondiale du changement climatique combiné également à la dégradation des terres. Donc de façon résumée, un peu voici de façon succincte les grands engagements qui ont été pris durant ces différents COP, notamment la COP 16 qui vient d'avoir lieu à Riyad. En tout cas, merci pour ces contributions. Mais il y a 2 questions qui me reviennent. Mais avant de revenir vers vous, Alain Kouadio, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce énième rendez-vous onusien sur les COP? Merci, M. Stéphane. Il faut dire que l'Afrique est confrontée à une grosse difficulté. Et l'une des difficultés auxquelles l'Afrique fait face, c'est d'abord même sa capacité à financer ses propres stratégies de développement, hormis la question de la prise en compte des problématiques climatiques. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui a été bâti sur les cultures d'exportation, notamment sur le secteur primaire. Alors que le secteur primaire est une activité qui a un fort impact du point de vue des activités anthropiques, dont un impact sur la dégradation des sols, sur la perte de la biodiversité. Et aujourd'hui, l'Afrique est dans une dynamique où il faut concilier développement durable et activité économique. Donc, comment faire pour concilier économie de plantation et développement durable? C'est l'une des problématiques auxquelles l'Afrique n'a pas pu répondre pour qu'on aboutisse aux différentes COP. Aujourd'hui, une autre problématique encore cruciale,
qu'il faut prendre avec beaucoup plus d'acuité, c'est la question du financement de tous ces projets. Parce qu'en réalité, ce ne sont que des projets d'adaptation dans les grands ensembles. Donc, comment ces projets-là sont financés? Donc, je pense que c'est l'une des difficultés au fait, c'est encore une autre difficulté auquel l'Afrique fait face et dont il faudra trouver des mesures, je dirais, urgentes, parce que l'Afrique aujourd'hui a un développement qui est exclusivement tourné vers son secteur agricole. Le secteur secondaire est encore à un stade embryonnaire. Alors le secteur primaire, comme on le voit, est vraiment prioritaire en matière d'économie sur le continent africain. Mais vous avez évoqué tout à l'heure cette question d'acteurs africains ou d'États africains qui ne sont pas assez audibles sur la scène internationale, qui n'arrivent pas à se faire entendre. Comment est-ce qu'on peut justifier ce fait-là? Ce sont eux les principales victimes, les principales victimes. Comment est-ce qu'elles font pour ne pas se faire entendre, justement? Effectivement, d'abord, il y a la question du leadership, en fait. Vous savez que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est un continent qui essaie de s'en sortir sur plusieurs plans, en fait. Et ce continent-là va s'asseoir devant une assemblée avec le G5, les gros bailleurs de fonds, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Russie, la France. L'Afrique n'a pas encore ce label-là de force économique pour pouvoir donner un veto durant ces assemblées, en fait. Donc le plus souvent, c'est lorsque les décisions sont prises, il y a une petite quote-part pour l'Afrique, en fait. Il faut déjà qu'on ait une puissance économique assez forte pour des grandes prises de décision. Tant que le label Afrique, pays, continent sous-développé, ça a toujours étiqueté à l'Afrique, c'est difficile pour nous de prendre de grandes décisions lors de ces assemblées, en fait. C'est qui nous freine un petit peu durant les différentes COP, parce qu'on prend toujours la petite part du gâteau, alors qu'on subit de plein fouet tout ce qui est changement climatique au niveau agricole, au niveau économique et même au niveau de la santé. Je vais ajouter un point. Il faut dire que l'Afrique, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un scandale géologique. L'Afrique, c'est un potentiel économique, mais malheureusement qui contribue à moins de 3% des échanges mondiaux. Vous savez, nos produits ne sont pas compétitifs. Pour qu'on puisse avoir un poids sur le plan international, il faut avoir une compétitivité de nos produits. C'est là que c'est tout le problème. Donc quand vos produits ne sont pas compétitifs, vous n'avez pas de voix sur le plan international. Regardez la plupart de nos matières premières qui sont extraites du sous-sol africain. Ces matières premières, le coût de ces matières premières ne sont pas décidés par les États africains, hormis les États qui appartiennent à l'OPEP, parce qu'on sait que l'OPEP est un pays qui est une organisation qui englobe des géants mondiaux en termes de pétrole. Donc voici un peu une raison qui fragilise l'Afrique dans la prise de décision sur le plan international. Aujourd'hui, du point de vue du management, de la gestion des parties prenantes, le continent africain est lésé et biaisé du fait de sa situation économique qui est encore très précaire. Alors, mais quand on regarde aussi, au vu de tout ce que vous dites, quand on regarde un peu au niveau des produits, des matières premières africaines, on a vu que bientôt une norme de l'Union européenne sera mise en vigueur, en tout cas sur tout ce qui est matières premières produites sur le continent africain. Il y a certains standards de durabilité d'environnement qui doivent accompagner ces produits pour qu'ils puissent être exportés au plan international. Déjà, manque de terre, les produits que nous allons produire seront limités parce qu'il faut mettre un label dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, ça fragilise un peu le poids économique, la puissance de l'Afrique? Effectivement, d'abord, ce dont vous parlez, c'est la déforestation importée qui était adjugée depuis le 6 décembre 2022. Je vous explique. Tout produit, notamment le café, le cacao, le bois, le palmier à huile, qui quitte un continent quelconque, notamment peut-être un pays africain, en départ pour l'Europe, doit provenir d'un endroit qui n'a pas subi de dégradation des terres ni de déforestation. C'est une traçabilité qui permet aux Européens de savoir que ce qui vient dans leur assiette ne provient pas d'un endroit où la forêt a été coupée, où les terres ont été dégradées. Donc c'est une façon de garantir que les terres africaines sont bien entretenues pour lutter contre la déforestation et la dégradation des terres. Maintenant, effectivement, ça empiète sur l'économie africaine, ça c'est sûr, parce que les produits qui iront vers l'Europe, nous sommes sûrs que pour avoir une traçabilité qui montre que le cacao ne vient pas de déforestation, c'est difficile en fait. Donc, notre vente sera plus limitée au niveau de l'Europe. On va peut-être trouver d'autres partenaires qui ne prennent pas en compte cette loi en fait. Donc, le marché va diminuer, ça fait un. Et second, en fait, la plupart des produits que nous cultivons ici, c'est les produits qui sont transformés et qui nous reviennent encore cher ici, comme le cacao et le café en fait. Il faut d'abord labelliser tout ce qui est culture vivrière de première consommation ici d'abord, avant d'exporter ça vers l'étranger. Ce qui permet d'abord à l'Afrique d'abord de se relever économiquement. Et si économiquement nous sommes élevés, on sera en mesure de discuter sur les grands tables des décisions au même titre que les États-Unis, la France et le Japon également. Je vais revenir sur un contexte qui est mondial. Le concept de durabilité, de développement durable.
à l'échelle du continent européen. Vous savez, aujourd'hui on parle de la CSRD, c'est une dynamique européenne qui vise à prendre en compte les critères de durabilité dans le déploiement des activités économiques. Et vous voyez, l'un des secteurs les plus impactés par la question du changement climatique, c'est le secteur agricole, le secteur minier, tout ce qui touche aux activités agro-pastorales. Mais il se trouve que la plupart de ces grosses entreprises, je dirais internationales, ou qui sont sur le continent européen, sont les filiales qui ont souscrit à la CSRD. Donc du coup, toutes leurs filiales sont les grosses holdings du monde. Du coup, toutes leurs filiales qui sont sur le continent africain sont obligés de s'acclimater, d'adapter toutes ces politiques-là. Là, ça ne pose pas de problème. Mais pour les entreprises qui ne sont pas issues de ces filiales européennes, qui apparemment n'ont pas la technicité, n'ont pas les moyens financiers, parce que quand vous voulez déployer une politique de développement durable, ça a un coût. Parce qu'il faut recruter un technicien, il faut former les gens, il faut mettre en place une feuille de route. La feuille de route que vous mettez, ça contient des objectifs. Mais les objectifs, pour les atteindre, si on vous dit par exemple, vous devez déployer peut-être un panneau solaire, vous devez déployer peut-être des énergies non fossiles. Mais c'est de l'argent, cette technicité-là, c'est un budget. Donc ces États-là, ces entreprises-là sont déficitaires dans ce domaine-là. Maintenant, une autre difficulté que je vais souligner, pour appuyer ce que le docteur Ismaël vient de dire, c'est, comme on appelle ça, la question de la spécialisation de nos économies au sortir des indépendances. Vous savez, pour moi, c'est un schéma qui a été tracé, c'est un schéma qui est classique. L'Afrique a été conçue de sorte à ce qu'il soit un bastion de produits, de matières premières qui sont utilisées, exploitées pour aller les transformer en produits finaux, semi-finis, pour venir les revendre après sur le continent africain. Regardez, 60 ans après les indépendances, en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, il n'y a pas de puissance industrielle. Le secteur industriel est encore au stade embryonnaire. Pourquoi cette question? Parce que c'est une question de volonté politique, c'est une question de leadership politique. Aujourd'hui, nos produits ne sont pas compétitifs, je l'ai dit. Quand vous voulez rivaliser sur la sphère internationale, vous devez être capable de concurrencer les produits de Apple. Vous devez être capable de concurrencer les produits de Nestlé. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, comment est-ce que vous pouvez avoir un leadership affirmé? Donc voici l'une des grosses difficultés qui fait que l'Afrique ne peut pas, la voix de l'Afrique ne porte pas. L'Afrique en tant que partie prenante dans la dynamique du changement climatique, dans la lutte contre la désertification est encore marginalisé. Alors parlons toujours de cette histoire de désertification et de dégradation des sols. On a vu que selon les statistiques, les populations, le nombre de la population au niveau mondial devrait atteindre 10 milliards d'ici 2050 et on voit que la quantité de terres arables sera divisée par moitié d'ici 2050. Donc augmentation de consommateurs, réduction de produits, réduction de la production. Selon vous, sur le continent africain, quelles sont les initiatives locales qu'il faille déployer pour permettre à l'Afrique d'être résiliente face à ce choc qui arrive? D'accord, je peux donner des chiffres probants. Il y a 75% des terres émergées qui sont déjà dégradées depuis 30 ans. Il y a 2,5 milliards de la population mondiale qui souffre de sécheresse et de dégradation des terres. Je salue déjà l'initiative de l'EFD qui a financé un grand projet depuis 2011, la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est un projet qui consiste à faire un reboisement de Djibouti jusqu'au Sénégal, pour planter plusieurs pieds d'arbres dans le but de lutter tout ce qui est sécheresse et changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes à 15% de ce reboisement-là. Un taux d'évolution. Donc, un taux d'évolution, c'est vrai que c'est lent, mais ça évolue quand même, c'est à saluer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, depuis le 2018, a mis en place un programme de reboisement. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à planter 10 000 hectares de pieds d'arbres, ce qui va faire 6,5 millions d'hectares de forêt en 2030. Donc, une couverture forestière de 20% qui sera retrouvée. On sait que depuis 1960, de 19 millions d'hectares de forêt, on sont allés à 3 millions d'hectares de forêt. Et c'est vraiment alarmant en fait. Donc, il y a des initiatives plus ou moins nationales et internationales. Donc, c'est ensemble, on pourra fédérer vraiment un label pour lutter contre la dégradation des terres. Le second aspect maintenant, c'est comme le capacity building, le renforcement de capacité en fait. Les premiers acteurs qui font face au changement climatique, c'est la population locale en fait, les populations vulnérables. Il faille vraiment leur donner des notions sur le changement climatique, les faire comprendre qu'est-ce que la dégradation des terres, mettre en place une agriculture climato-intelligence au lieu pas d'une agriculture extensive en fait. Changer en fait le paradigme, soit disant il faut de grands espaces pour produire, alors qu'avec des petits espaces, en mettant tout ce qui est technique, agronomique,
avec tout ce qui est outils météorologiques, on peut produire sur une petite espace ce qu'on peut avoir sur un grand espace en fait. Donc c'est toute une question d'approche en fait et d'implication du gouvernement dans le changement de paradigme. Dans ce changement de paradigme. Moi, pour résumer tout ce qu'il a dit, je dirais que tout est une question de modèle économique qui allie les critères du développement durable. Mais c'est ce modèle économique qu'il faut trouver. Au-delà même de ces modèles économiques, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Quand on parle par exemple de pouvoir produire sur de petites surfaces pour améliorer, en tout cas réussir à améliorer notre rendement, ça nécessite aussi des pesticides, des produits chimiques, des intrants qui vont dégrader encore ces sols. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour pallier justement ces intrants chimiques, aller vers le naturel? Et effectivement, déjà au niveau de la culture du cacao, le cacao Mercedes que la Côte d'Ivoire a mis en place, qui peut lutter sur le stress hydrique et également avec un rendement impactant dans un milieu climatique aride en fait. Il y a au niveau de la filière coton, il y a la spécificité Guasso qui a mesure également de produire un grand rendement dans des conditions climatiques difficiles. Le CNRA aujourd'hui a mis en place des semences qui sont le CNRA, c'est le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, qui a mis en place des semences qui sont en mesure de produire avec un climat plus ou moins aride. Ça c'est l'innovation agronomique technologique en fait. Au niveau de tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui est technologie, il y a une chose qu'il faut comprendre, il faut considérer la vérité en fait. Il est difficile de faire une agriculture sans intrants chimiques. On parle là de l'agriculture biologique, on parle de la matière organique. La matière organique n'est pas assez suffisante pour essayer de pondre sur plusieurs hectares dans le but d'avoir un bon rendement. Ce que moi je préconise, c'est de faire des 50-50. On envoie 50% de matière organique complété à 50% de fertilisants chimiques. On ne peut pas quitter de façon drastique du chimique au bio. C'est un process en fait. C'est pareil que le changement climatique. On parle de transition écologique. C'est une transition. La transition, c'est étape par étape. On ne peut pas demander à un paysan qui fait 50 hectares avec du chimique de laisser à l'instant T ce chimique-là pour aller dans le bio. Non, c'est pas comme ça se passe. Il faut aller dans la transition. Un peu, le bio jumelé au chimique, à tel sorte qu'on sera en mesure maintenant de laisser tout ce qui est chimique au détriment du bio. Mais là, il faut, comme je l'ai signifié, de l'engagement politique parce que ces cultivateurs ont besoin de subventions, de crédits agricoles. Sinon, pas ces crédits agricoles, comme ils le feront. Un encadrement. Comme ils le feront, en fait. Je vous vois bouillonner, vous voulez rebondir, ajouter quelque chose. Au fait, je l'avais dit précédemment, il faut trouver un modèle économique qui allie les enjeux du développement durable. Et ce modèle économique-là, on pourra le définir à partir d'un bon diagnostic de la situation. Le diagnostic qui nous permettra d'avoir un minimum les enjeux auxquels notre secteur agricole est confronté. On pourra compléter in fine avec les enjeux de durabilité, évaluer ces enjeux et puis sortir une feuille de route avec des indicateurs bien précis, comme il a dit, évoluer étape par étape. Donc, se fixer des objectifs vraiment mesurables et atteignables, réalistes, qui nous permettront d'atteindre des résultats escomptés sur le court, le moyen ou le long terme. Je pense que cela relève de la volonté politique. Qu'est-ce que nos États ont comme politique en matière agricole? Est-ce que c'est une politique qui reste sur l'existant, ou bien c'est une politique qui allie la dynamique du développement durable? Parce qu'aujourd'hui, partout où on passe, dans tous les forums, dans toutes les plateformes, la question de la durabilité est une problématique qui se pose avec acuité. Donc je pense que c'est une question de volonté politique, parce que elle est très pertinente dans la mesure où on a notre secteur secondaire qui doit bouger. On nous dit aujourd'hui de limiter les taux d'émission de CO2. Mais de plus en plus, nos continents africains sont en train de faire des découvertes de pétrole et de gaz, qui sont des pépites financières. On fait comment? Peut-être qu'on va trouver des stratégies d'extraction qui polluent moins, ou bien dans l'utilisation de ces énergies fossiles, allons-nous trouver des technologies qui nous permettront de moins émettre. Voilà autant de problématiques qu'il faut résoudre. Pendant qu'on traite les questions liées au secteur agricole, il faut aussi se projeter sur la réalité du secteur secondaire qui en réalité est le poumon d'une économie, parce qu'une économie ne peut pas se développer sans un secteur secondaire. Alors vous parlez de volonté politique, permettez-moi de vous poser cette question-là. On a vu que toutes les initiatives qui sont menées dans le sens du financement de ces politiques de lutte contre la désertification, la dégradation des sols, viennent plutôt de fonds publics. Alors qu'on sait que ce sont les grosses entreprises, c'est le privé qui pollue en griffe, qui est le principal on va dire, facteur de cette crise. Comment arriver à impliquer le privé dans le financement de toute cette lutte contre la désertification? Je prends la parole. Lors de la COP 16 à Riyad, il y a une avancée majeure. Il y a Business for Land. Business for Land implique les entreprises, les grosses firmes à s'intéresser sur la question de la dégradation des terres. Vous savez très bien que lorsque tu prends les grosses boîtes, elles sont plus dans le domaine minier, dans le secteur agricole. Donc, le Business for Land, c'est une initiative qui encourage
les entreprises, en plus d'exploiter la terre pour réduire tout ce qui est ressources minières, il faille également protéger cette terre-là, tout ce qui est au niveau des ressources en eau, de la reforestation. Donc il y a ici en Côte d'Ivoire, comme je le signifie, la Côte d'Ivoire fait vraiment des avancées en matière de changement climatique, en matière de création des terres. Il y a plusieurs documents stratégiques. Il y a le PNA, il y a le CDN, il y a le PNIA. Même dans le PND, il y a un volet agriculture durable en fait. En Côte d'Ivoire, on doit réduire nos émissions de CO2 de 30-40 d'ici 2030. Il y a ce qu'on appelle les engagements conditionnels et inconditionnels. Et de façon inconditionnelle, la Côte d'Ivoire a pris l'engagement de réduire plus de 30-41% sans apport de financement extérieur. Ça montre la volonté politique du gouvernement ivoirien à vraiment s'engager sur les conditions climatiques. Il y a même le programme de reboisement qui paye les populations environnementales de la forêt de Taï sur le marché carbone. Donc les initiatives déjà in situ au niveau de l'État de Côte d'Ivoire sont à saluer sans attendre l'apport des pays étrangers en fait. Parce que comme le signifie, il y a une loi de pollueur-payeur. Tu pollues, mais tu payes. Mais est-ce que lorsqu'on parle à la COP, si on fait déjà le bilan carbone des vols d'avion et quitte chaque État pour aller à la COP, ce sera compliqué en fait. Donc c'est un vœu pieux, si je peux m'exprimer ici. Pour moi, pour compléter, pour que le secteur privé s'implique véritablement dans la lutte contre le changement climatique, il faut une volonté politique. Il faudrait que l'État utilise des moyens un peu plus coercitifs, imposer à ces entités-là des rapports de durabilité qui seront suivis par des entités. Parce que si on vous demande de produire un rapport de durabilité, que votre rapport est évalué avec des enquêteurs sur le terrain pour voir la réalité, ce que vous avez mis dans votre rapport, je crois que ça pourra permettre à ces entités de s'impliquer véritablement. Parce qu'on a des secteurs tels que le secteur des mines, tels que le secteur des, je dirais le secteur des industries extractives, qui sont des secteurs pollueurs. Et dernièrement, il y a eu le CIREX, le Salon international des ressources extractives, dont le thème était intitulé Industrie extractive et développement durable. Mais c'est un thème qui est évocateur, parce que c'est un thème qui aujourd'hui est au centre de l'actualité. Est-ce qu'il est possible d'extraire des ressources minières ou pétrolières en tenant compte des questions de durabilité? Je reviens toujours sur ça, parce que c'est la question du futur, c'est l'avenir de demain. C'est la question du futur. Au niveau de produits extraits des sous-sols, on a aussi ce qu'on voit sous nos tropiques, l'orpaillage clandestin. On a vu un peu les ravages que cela a fait, les produits que ces personnes utilisent pour faire ce genre de travaux a eu à dégrader en tout cas les terres arables dans certaines zones de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, on tend vers la fin de cette émission. Plus qu'une minute, une minute chacun. Vous, quelle perspective vous avez en termes de changement climatique, de lutte contre la désertification en Afrique? Optimiste, pessimiste, qu'est-ce qu'il y a à faire? Comme je le dis, je suis optimiste. Optimiste dans le sens que la Côte d'Ivoire s'engage déjà à réduire les gaz à effet de serre à 41%. Au préalable, on parlait du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le facteur de transition écologique qui est venu compléter ce label-là. Ça montre déjà la volonté politique du gouvernement ivoirien. Nous devons insister sur une chose très importante, c'est la sensibilisation, faire comprendre aux populations autochtones, aux communautés locales, c'est quoi la dégradation des terres, c'est quoi le changement climatique. Il faille les mettre en première ligne lors des prises de décision. Il ne faudrait pas que nous, seulement les technocrates, on vienne prendre des décisions et on renvoie maintenant pour les appliquer. Il y a ce qu'on appelle le savoir endogène. La plupart des vieux qui sont assis au village, ils savent très bien des mesures de résilience au changement climatique, mais qui ne se concordent pas forcément à l'aspect scientifique. Il te dira, dans tel endroit, il ne faut pas mettre ta semence parce que ça ne va pas pousser. Il n'y a pas d'explication scientifique, mais le savoir endogène lui permet de dire cela en fait. Empirique. Donc il faut concilier le savoir plus ou moins moderne et le savoir empirique pour essayer de changer ce paradigme-là. Changer ce paradigme. Lors de votre intervention, vous avez fait comprendre que lors du sommet de Riyad, justement, les peuples autochtones ont été admis à participer aux négociations. Donc on espère que les lignes vont bouger dans ce sens. Moi, je suis optimiste, j'abonde dans le même sens que lui. Et la question de la participation de toutes les parties prenantes est déterminante. Nous n'oublions pas que la participation est l'un des piliers forts du développement durable. Parce que quand vous participez, vous faites participer tout le monde. Vous prenez le point de vue de tout le monde. Ça montre que les décisions sont consensuelles et les décisions sont plus pour l'intérêt de tous. Deuxièmement, ajouter le volet sensibilisation, faire un suivi, une évaluation de tous les projets qui sont mis en place avec une certaine rigueur. Et puis, le point central, c'est de revoir le système économique, mettre en place un modèle économique qui allie les enjeux de durabilité.
Les enjeux de durabilité et surtout la sensibilisation à l'endroit des populations mais aussi des dirigeants pour prendre de meilleures décisions pour l'avenir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée à la lutte contre la désertification et surtout un petit bilan de la réunion de Riyad qui a eu lieu en Arabie Saoudite sur la désertification. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.